Alors, et rebondir de Laure de la Rodière pour dire qu'aussi un autre mot de Credo, c'est le mot débat qu'elle a employé. Parce que par rapport à d'autres institutions, ça a été voulu. Moi, le Credo s'est créé il y a une trentaine d'années et il y a le mot cercle au Credo. Et un cercle, c'est justement, on s'assoit autour d'une table et on partage des idées, on les échange. Et comme le disent certains membres, si je m'assois auprès d'une table où on est 30, si chacun apporte une idée, ben, je repars avec 29 nouvelles idées. Et je crois que c'est bien ce débat du Credo d'échanger dans un souci de compétence, d'intégrité, donc, et puis de motivation sur un des sujets importants qui est celui-là, qui est de bâtir la société du XXIe siècle. Je vais peut-être donner la parole à Aymeric, non? Oui. Voilà. Ben, voilà, il est là, Aymeric, parce qu'il m'a dit de parler. Merci beaucoup. Puisqu'il y a débat, il y a question, et qui dit question dit qu'on essaiera d'y répondre, et on affectera donc les questions aux différents panélistes. Pour poser vos questions, deux méthodes, puisque une partie en présentiel, une partie à distance. Pour ceux qui sont à distance, vous êtes connectés sur Zoom, vous posez des questions sur Zoom. Là aussi, il y a encore deux méthodes possibles. Il y a un onglet qui s'appelle Q&R, questions et réponses, qui est rarement utilisé, mais normalement, c'est celui-ci qui est utilisé, qui doit être utilisé pour poser vos questions. Et sinon, dans le chat, je prendrai quand même les questions qui sont dans le chat. Pour ceux qui sont dans la salle, il y a une application qui s'appelle Slido, SLIDO. Donc, je vous propose de la télécharger. Et sur Slido, vous vous connectez sur le numéro 75116. Vous posez vos questions sur ce numéro-là et je prends aussi les questions via Slido et via Zoom. Je vous remercie. Je repars, je reprends la parole, hein, parce que le Credo, c'est aussi une organisation où le président, on le fait travailler. Hein. Alors, je voulais que présider, mais ils m'ont demandé d'animer la table ronde, et c'est un plaisir hein, de le faire, qui s'appelle des enjeux multiples, qui est la première table ronde de cette matinée, qu'on comptera deux. Et je pense que le Credo consacrera d'autres événements à la fermeture du cuivre, parce que c'est un événement, on peut dire, la décennie qui arrive. Hein. Et justement, ce que je voulais juste souligner, c'est parfois, même souvent, on me demande pourquoi je travaille encore, parce que j'ai quand même une certaine expérience, hein, ça fait plus de 50 ans que je suis dans le secteur. Et il y a une raison assez simple, hein, c'est que, comme j'ai l'habitude de répondre, c'est que une aventure comme la fibre optique, c'est-à-dire le remplacement du cuivre par la fibre optique, ça arrive tous les 100 ans. Hein. Donc, il y a une centaine d'années, c'était la construction de la boucle cuivre avec le téléphone. Vous vous souvenez, dans le temps, il y avait un machin avec un cadran, ça faisait clic-clic. Hein. Ça, c'était le téléphone, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est la fibre optique et c'est un énorme chantier. Donc, il y a une partie, c'est la construction. Et puis, une autre partie, ça va être la bascule du cuivre vers l'optique. Et puis, évidemment, la fermeture du cuivre. Donc, la première table ronde, justement, est consacrée à tous ces enjeux multiples. Et on a prévu 6 intervenants de choix. Alors, j'espère qu'à distance, la technique va fonctionner. Alors là, c'est toujours un grand... disons, un point d'interrogation. Donc, à distance, vous avez Anne Grignon. Alors, je ne sais pas si on la voit ou comment ça se passe, mais qui est... Alors, Anne Grignon, peut-être, c'est un nom qui... pour vous inconnu, c'est la mère de Lévi Saint-Non. Et Lévi Saint-Non, c'est déjà aussi... Pardon? Ah, pardon, alors, je fais une pause, alors. Non, voilà. On va juste poser une petite question, en fait, à tous les gens pour connaître un peu leur profil. Et voilà, vous allez pouvoir répondre et on va faire un sondage là-dessus qui va arriver. Voilà. Bon, donc la glace est rompue, c'est ça? Bon, alors, donc si je reviens donc à distance, donc Anne Grignon, donc c'est la mère de Lévi Saint-Non. Lévi Saint-Non, c'est alors ou une petite ville ou un village des Yvelines, qui est la première collectivité à avoir fermé le cuivre, et elle va nous raconter comment ça s'est passé. Alors avec nous, il y a aussi à distance donc Célia de Lavergne, qui est députée de la Drôme, et qui est enfin, de la Chapelle en Vercors, de la circonscription qui est une des plus étendues de France, et qui a été notamment chargée d'une mission flash sur le service universel et partant sur la fermeture du cuivre. Donc il y a aussi, et là elle est en présentiel, Audrey Morel, qui est avocat spécialisé et qui est membre du conseil d'administration d'Infranum.
vous avez à distance Bernard Dupré, qui est président de la FUT, et qui, la FUT, c'est une association qu'on connaît tous, peut-être aussi depuis 50 ans, qui a suivi l'évolution des usages des télécoms et de la satisfaction des clients. Alors, quand on dit satisfaction, souvent, on ne dit pas qu'on est satisfait, on dit qu'on est satisfait. Et qui a une grande carrière dans les télécoms. Hein. Alors, en présentiel, il y a Olivier Riffard, qui est directeur des affaires publiques de la Fédération française des télécoms, hein, et qui donc parlera au nom des opérateurs. Et puis, il y a Olivier Fritz à distance, qui est le directeur de l'aménagement numérique des territoires chez Orange. Et puis, enfin, à la tribune, Ariel Turpin, qui est délégué général de l'AVICA et qui remplace aussi au pied levé son président, le sénateur Patrick Chaise. Hein. Et Ariel, comme vous le savez sans doute, c'est un pionnier des réseaux d'initiative publique, puisqu'il est présent dans le secteur des RIP depuis 2003, hein, si j'ai bien lu. Donc, j'aimerais bien donner la parole à Anne Grignon pour traiter le premier sujet, hein, de la table ronde, qui est quels impacts et quelles contraintes pour les communes. Et avant de répondre, enfin, on va discuter de la question, mais le premier point, c'est d'avoir le constat et comment ça s'est passé dans la commune de Lévis-Saint-Non depuis le démarrage jusqu'à la fin. Donc, si je ne sais pas, alors je ne sais pas comment ça se passe, si elle m'entend, si elle me voit. Ah, bonjour, je vous vois. Ah bah moi aussi, je vous vois, je suis très content. Donc, alors, comme tout le monde, c'est une table ronde où on a à peu près 1h20, on est 7. Je vous entends plus. Donc, si vous exposez ça en 8 minutes, ce serait bien. Voilà. Vous ne voyez plus? Je ne vous entendais plus. Il y a pas mal de coupures, je dois avouer. Vous êtes raccordé par la fibre? Oui, oui, oui. Mais je ne suis malheureusement pas la seule en distanciel. Il y a visiblement des petites difficultés de son. Voilà. Ah. Écoutez, merci de me laisser la parole. Je vais vous livrer mon témoignage assez rapidement. Donc, vous l'avez dit, Lévis-Saint-Non, c'est un petit village francilien de 1700 habitants, 700 foyers, quasi uniquement résidentiels, hein, pas de commerce, 1 ou 2 entreprises, mais très peu de lignes pro. Et puis, très essentiellement pavillonnaire, 1 ou 2 immeubles collectifs, mais vraiment essentiellement pavillonnaire. Donc voilà pour le contexte urbain. Un accès au très haut débit qui était difficile, voire quasi impossible jusqu'en 2015, puisque le village est assez éloigné du central téléphonique, donc un débit qui était de l'ordre de 500 K à peu près jusqu'en 2015. Et donc, le village a été entièrement fibré assez tôt, en 2016, par Orange. Et donc, en 2016, 100% des foyers étaient raccordables. Les 4 opérateurs, d'ailleurs, sont rapidement mis sur le système, je ne sais pas comment, sur la fibre, en tout cas. Donc, voilà. Compte tenu du débit médiocre qu'on avait jusqu'en 2015, la grande majorité des habitants a basculé spontanément sur la fibre dès 2016. Orange pourrait sans doute donner des chiffres exacts, mais j'ai en tête qu'à peu près 80% avaient spontanément basculé sur la fibre dès 2016. Donc voilà le contexte de la commune, et donc dans lequel Orange est venu nous proposer d'expérimenter la suppression totale du cuivre à l'été 2020. Voilà. Donc en 2020, Orange vient nous voir et nous propose le retrait, la suppression du cuivre sur une période de 6 mois, de septembre 2020 au 31 mars 2021. Et d'une certaine manière, je vais répondre directement à votre question qui est celle de l'impact et des contraintes pour la commune par le postulat ou les conditions qu'on a fixées à Orange, puisque évidemment, on a fixé comme condition de notre engagement dans cette expérimentation qui est justement ni impact ni contrainte
pour la commune. Donc, vous avez la réponse dans les conditions qu'on a fixées pour nous engager dans cette expérimentation. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne souhaitait pas qu'il y ait d'impact financier, technique, pas d'interruption de service, évidemment, pour les habitants, pas de modification de la qualité de service, sauf évidemment à l'améliorer. Voilà, donc pas d'impact, pas de contraintes pour la commune. Et donc, en 6 mois, je dirais qu'il restait une centaine de lignes cuivre en début d'expérimentation. Et en 6 mois, l'ensemble des lignes cuivre ont été supprimées, qu'elles soient classiques, pro, et on en parlera après, services spécifiques, fax, alarme, téléassistance, etc. Et donc, au 31 mars, il n'y avait plus aucune ligne cuivre sur la commune. Voilà, et aucune expression de mécontentement de la part de notre population, ce qui est évidemment essentiel quand on est élu local. Et j'ajouterais que cette expérimentation s'est déroulée pendant le Covid, en plein confinement, avec évidemment, vous le savez tous, un recours au télétravail qui était massif, et où donc évidemment on ne pouvait pas se permettre du tout qu'il y ait d'interruption de service, auquel cas la population aurait été en grande difficulté. Voilà pour ce témoignage sur les impacts et les contraintes pour la commune de cette expérimentation de suppression du cuivre. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Ah bah, merci beaucoup. Je pense que ce serait intéressant déjà de vous nous... comment ça s'est terminé finalement? Est-ce que le cuivre, est-ce que vous avez parlé, ça a été mis en place, mais comment le réseau cuivre a été démonté? Alors, il a été démonté. Alors, il y a le réseau aérien et puis le réseau souterrain avec des câbles de gros diamètre. Donc, pour la petite anecdote, le réseau souterrain de gros diamètre a malheureusement disparu avant la fin de l'expérimentation, une semaine avant. Enfin, il a été volé, tout simplement. Donc, ça a été compliqué pour Orange de rétablir le service, puisqu'il y avait cette obligation de rétablir le service dès le lendemain matin, et malgré l'interruption du cuivre une semaine après. Mais sinon, donc le réseau souterrain, évidemment, pour ces raisons-là, des raisons financières, des risques de vol, ont été retirés tout de suite. Le réseau aérien a été également retiré, évidemment, dans la limite du respect de la continuité de service avec les communes voisines. Voilà, donc tout ce qui pouvait être retiré a été retiré. Avec tout simplement des camions avec nacelle. Voilà, je sais pas. Et une autre question aussi, c'est que dans le réseau, donc, il y avait des poteaux, et puis il y a aussi des boîtes, ou des armoires de rue, des boîtiers qui sont sur les maisons. C'est resté, ça a été enlevé? Alors, les boîtiers sur les maisons, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Les armoires ont été retirées. Ouais. D'accord. Voilà. Bah, merci. Est-ce que déjà il y a des questions dans la salle ou déjà parmi les intervenants à poser à Anne Grignon? Et après, il y aura des commentaires sans doute des intervenants sur ce sujet des impacts sur les communes plus général. Mais déjà voilà, une question de la salle. Donc, il y a une question dans la salle. Quel était le taux de couverture 4G au moment de la bascule? Ça, c'était... Vous me posez une colle. Ouais. Oui, parce que pour tout le monde, Anne Grignon est urbaniste. Donc, ce n'est pas une grande spécialiste des télécoms, mais je crois qu'elle est très dévouée à sa commune et puis à la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse. Mais ça, c'est une colle. Donc. Non, ouais, c'est une colle. Non, je peux pas vous répondre. Désolée. Vous avez droit à un joker. Mais on n'a pas une bonne couverture en téléphonie mobile, si c'est ça la question, on n'a pas une bonne couverture téléphonie mobile. Je pense que ça répond à la question. Alors, il y a une autre question sur est-ce que les dessertes privatives ont été retirées? Deuxième call.
Et ben, deuxième call, parce que j'ai posé la question à Orange, pour tout vous dire, suite à notre échange ensemble de préparation de cette réunion, et je n'ai pas eu la réponse. Vous voyez, votre animateur avait déjà posé la question. Je suis très honnête avec vous, je n'ai pas obtenu la réponse. Ils ont démarré, ça c'est certain, ils ont démarré à l'issue de l'expérimentation, puisque je les ai moi-même vus faire, c'est-à-dire qu'ils étaient avec la nacelle, et quand les personnes étaient présentes à leur domicile, ils posaient la question aux personnes, mais en l'absence des riverains, je ne sais pas. Donc je ne connais pas du tout le taux de couverture. Ouais. Ni en souterrain, ni en aérien. Sachant qu'évidemment, en aérien, les riverains étaient plutôt demandeurs. Parce que ça fait quand même des câbles assez disgracieux dans leur propriété. Donc, Merci beaucoup. Alors, peut-être je vais demander aux intervenants si certains veulent dire quelques mots courts sur le sujet impact et contraintes pour les communes. Alors, je peux peut-être commencer. Je sais qu'il y en a qui ont réservé de dire quelques mots. Alors, Audrey, peut-être, on va commencer. Si tu veux, rapidement. Je sais pas. Ah, si, ça marche. Merci, Richard. Bonjour à tous. Donc, quelques mots. Déjà, je trouve ça bien de voir que l'expérimentation, globalement, s'est faite dans des conditions assez satisfaisantes. Après, de là à dire que ça préjuge de ce qui va se passer pour l'avenir, je ne pense pas, parce que c'est différent de faire une expérimentation et la planifier main dans la main avec une collectivité, un opérateur, que de rentrer dans un process d'industrialisation de la fermeture du cuivre. Et du coup, un des gros enjeux pour les communes, je pense, ça va être d'être impliqués dans ce process et de pouvoir communiquer de manière satisfaisante et transparente avec ses administrés. Parce qu'on le voit au quotidien, hein, enfin, même si les communes ne sont pas compétentes sur le sujet globalement des réseaux télécoms, c'est quand même elles qui sont en front line avec les administrés pour ça. Et donc, du coup, effectivement, c'est important qu'elles puissent être incluses dans le process de phasage avec Orange sur le quand, le pourquoi et le comment. Alors, sur le quand et le pourquoi, on a vu qu'Orange a mis en place effectivement un process de concertation entre différents acteurs qui englobent les élus locaux. Maintenant, la question, ça va être entre guillemets, de cadrer ce process de concertation, puisque si ce n'est pas cadré, et je pense qu'on l'a vu dans plusieurs secteurs, le risque, c'est que du coup, il y a plusieurs infos qui proviennent de différents acteurs, qu'il y ait des discordances, que les élus, du coup, ne sachent pas effectivement quelles sont les réelles informations apportées à leurs administrés. C'est important que les élus puissent en tout cas rassurer leurs administrés sur le fait que quand le cuivre va disparaître, ils seront fibrés ou alors ils disposeront de technologies alternatives qui pourront répondre à leurs besoins. Et ça, pour le coup, c'est pas… Orange, certes, peut apporter des réponses, mais effectivement, Orange n'est pas le seul acteur impliqué là-dedans. Il y a effectivement les opérateurs d'infrastructures qui déploient la fibre, qui vont être nécessairement concernés derrière, les opérateurs effectivement de technologies alternatives. Tout ça doit être impliqué dans un processus de concertation qui permettront in fine d'introduire un discours que porteront les élus locaux à destination de leurs administrés. Donc ça, c'est sur le phase de priorisation des communes et de communication. Et après, derrière, l'enjeu, ce sera en tout cas de s'assurer que la phase de démantèlement du cuivre se fasse bien sur le plan opérationnel. Effectivement, d'assurer la coordination des travaux, de s'assurer que les interventions d'Orange entre guillemets, ne portent pas préjudice aux autres services publics qui peuvent être situés sur les mêmes parcelles du domaine public. Et puis effectivement, j'arrête. D'autant que effectivement, le réseau cuivre s'imbrique avec d'autres réseaux. Et une concertation, effectivement, et derrière contrôle des opérations de démantèlement. Mais je laisse la parole du coup à… Alors, Pierre, oui, il y a Olivier qui peut-être va dire, parce que justement, il a un petit mot à dire sur la communication, je crois. Si ça marche. Ça marchait tout à l'heure. Oui, ça marche. Écoutez, d'abord, merci beaucoup. Une minute. Oui. Merci beaucoup de donner la parole à la Fédération française des télécoms. Peut-être vous dire rapidement pour quelles raisons je m'exprime aujourd'hui. C'est, comme vous l'avez compris, un enjeu extrêmement sectoriel que ce déploiement et de la fibre et la fin du réseau cuivre. Donc, c'est à ce titre
que je représente l'ensemble des opérateurs et que je m'exprime ce matin devant vous. Pour rebondir rapidement sur ce qu'a dit Madame le maire et Audrey, nous, en tant que fédération, notre mission et on doit assurer justement tout ce qui est information, communication et pédagogie sur comment les choses vont se passer et d'accompagner au maximum les représentants des associations d'élus et surtout les maires qui sont en première ligne, comme l'a dit Madame le maire de Lévis-Saint-Non. Nous, notre objectif, c'est évidemment de limiter au maximum les contraintes tout en ayant deux maîtres mots à l'esprit, c'est anticipation et pédagogie. Donc, sur l'aspect communication, voilà, on a développé quelques ressources, un kit de communication. Vous avez à l'entrée de la salle une plaquette justement sectorielle. Donc, pour rebondir sur ce que disait Audrey, l'idée, c'est d'avoir le même message commun. Et puis, je reviendrai par la suite sur comment on va accompagner les expérimentations en cours, expérimentations qui sont indispensables pour passer à l'échelle. Merci, Olivier. Alors, je vais donner la parole peut-être à Ariel, si quelque chose à dire. Et après, j'ai toujours un commentaire. Vas-y, allez, vas-y. Mais tu vas revenir après, hein, au deuxième tour. Je sais. Pour démarrer, je vais revenir sur la remarque qu'a faite la présidente de l'ARCEP et sur la qualité des réseaux et finalement le propos de Madame Grignon qui a été de dire le contrat de base, c'était pas de problème, pas de conséquences pour nos habitants. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'avant même qu'on parle d'éteinte de cuivre, on a déjà les conséquences sur la fibre. Donc, on a deux grosses conséquences. La première, sans surprise, c'est le mode stock. Hein, donc, vous savez, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas passer le dessus, mais allez juste dire au maire de Gagny ou de Saint-Priest ou, je ne sais pas, au président de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, là, pour prendre les derniers qui sont exprimés, sur ce sujet-là, allez leur surtout pas. Attention, alerte. Ça, on va en reparler si tu veux juste après. Oui, c'était juste pour rebondir là-dessus. Et puis l'autre propos, donc l'autre problème on va revenir dessus, c'est la complétude. Et la complétude, c'est pas juste le taux de couverture. La complétude, c'est aussi la capacité du réseau à raccorder la complétude. On en reparlera. On va en reparler dans 2 minutes, mais avant, j'aurais donné la parole à Madame la députée, Célia Delavergne. Je pense que c'est important aussi qu'une élue s'exprime sur ce sujet d'impact et de contraintes pour les communes et aussi pour un territoire rural comme le sien. Merci, bonjour à tous. Merci de cette invitation et vous dire rapidement et commencer peut-être cette première intervention par une remarque qui est davantage soit politique, soit sociologique selon comment vous l'interpréterez. Je suis députée d'une circonscription de 240 communes très rurales avec la plus petite commune de France à 1 habitant. Mais c'est un autre sujet qui est situé en moyenne montagne avec de grandes difficultés à la fois sur le réseau cuivre hein, qui ont donné lieu à la mission que vous avez mentionnée, mais aussi à un plan d'action pour renforcer le réseau jusqu'à ce que la fibre prenne le relais. Mais également avec un certain nombre de sujets qui me semblera important d'aborder, mais peut-être dans un autre cadre, autour de l'entretien et notamment de l'élagage pour les communes sur la partie aérienne du réseau. Ma remarque, elle était davantage sur la difficulté que nous rencontrons dans les territoires par rapport à une société qui est en perte de confiance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus une défiance, en particulier dans les territoires ruraux vis-à-vis de tout ce qui est institutions au sens large et tout ce qui est sphère publique. Et donc, ce sentiment qu'aujourd'hui, on parle de fermeture du cuivre, alors même que la fibre est parfois annoncée dans nos territoires depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et n'arrive pas. Et donc, l'impression d'avoir été en quelque sorte oubliée. Donc, il y a un besoin de réassurance, certes des maires, mais je dirais même une campagne de communication pour rappeler les fondamentaux qui sont on ne retirera pas le cuivre, que ce soit entre 2025 et 2030. Ce n'est pas une question de date, c'est une question de relais d'un autre service. On ne retirera pas le cuivre tant qu'une solution alternative ne sera pas proposée aux habitants des territoires ruraux. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est normal, on est dans un débat assez technique, mais il y a une crainte qui émerge dans nos territoires et qui doit nous obliger à redire publiquement et à communiquer sur les conditions de bascule d'un réseau à l'autre qui ne soit pas que calendaire. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention punchy et qui, finalement, il y a un mot
je le traduis, votre intervention, c'est le mot déclassement. Hein. Il y a une peur des zones rurales, d'être d'une façon ou d'une autre isolées et déclassées. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires des intervenants... Pardon, Olivier Fritz, je voulais bien faire une remarque. Comme ça, là. Ah, il y a une main levée. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais avec la main levée? Voilà. Ouais, vous m'entendez? Oui. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, oui, je voulais juste réagir 2 points sur la partie Lévis-Saint-Non, sur la partie démontage. Alors, je n'étais pas directement dans mon projet, mais indiquer que la partie publique, il y a eu le démontage du réseau et il y a eu une expérimentation sur la partie privative dans une rue qui n'était pas conclusif, mais qui a permis d'apprendre sur l'impact de vouloir démonter sur la partie privative. Après, l'autre point que je voulais souligner aussi, c'est que dans le contexte de discussion sur l'impact pour les communes, c'est que les collectivités, c'est de véritables partenaires et des parties prenantes du chantier. Et les élus aident à mobiliser les populations et représentent un relais de proximité clé pour accompagner cette transition numérique. Et comme on l'a indiqué dans le plan, ça va être des acteurs essentiels de cette transition. Après, je pense que les autres sujets vont apparaître dans les autres questions, mais au moins, je voulais réagir sur ces 2 éléments. Merci, Olivier. Donc, Olivier Fritz, hein, d'Orange. Ce que je voudrais dire, justement, et pour finir sur ce sujet de l'impact et des contraintes pour les communes, c'est que ce qu'on fait là, c'est une première. Hein, c'est une innovation, c'est une première fois qu'on ferme un grand réseau, une grande infrastructure. Et donc, comme toutes les premières, ça va nécessiter de faire des efforts, d'innover et de les faire ensemble. Et de ce point de vue-là, l'implication du politique est très importante parce que ça ne marchera que si, et ça marchera forcément, puisque c'est une innovation, mais ça marchera d'autant mieux que tout le monde coopérera pour cette migration. Donc, oui. Ah, il y a une question. Ah bah, donc, ok, bah, je te laisse. Oui, il y a une question, et typiquement je profite que Orange ait la parole, une question autour de Orange continue-t-il à adducter les habitations neuves alors que, je cite la question, alors qu'ils ne sont plus impliqués dans le service universel? Ce n'est pas le bon endroit. Enfin, bon, c'est pas grave, vas-y, répondez. Alors, voilà. Alors, le sujet des immeubles neufs, il est le suivant. La fin du SU, c'était fin 2020. 2021, Orange a continué à cuivrer tous les immeubles neufs. Et depuis le 1er janvier 2022, en fait, il y a deux situations. Soit on est sur un immeuble neuf qui est dans le périmètre d'un réseau fibre, donc en aval d'un PM qui est installé depuis plus de 9 mois. Et dans ce cas-là, on a mis en place, il y a un projet spécifique, on a travaillé avec l'ARCEP et les opérateurs pour que ce soit l'opérateur fibre qui garantit l'adduction fibre à cet immeuble pour apporter la fibre. Et dans les cas où il n'y a pas la fibre, Orange continue à garantir un raccordement en cuivre. Donc, il y a bien un raccordement filaire qui est garanti et selon la disponibilité de la fibre ou non, il est en fibre ou en cuivre, mais il y a bien une garantie systématique de raccordement filaire. Bien, donc ça peut faire une excellente transition pour la deuxième question. Est-ce que le réseau fibre est prêt à prendre le relais du réseau cuivre? Alors, il faut savoir que déjà, dans un certain nombre de pays, des opérateurs ont coupé le cuivre. Hein. C'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Italie. Et les gens qui n'ont rien, on leur propose une solution en accès radio, puis on dit, ils se débrouillent. C'est clair que ce n'est pas le chemin qui a été pris par notre pays, dans lequel on a une ambition de raccorder 100% des logements très haut débit. Et ça, c'est une des ambitions françaises et c'est une originalité du modèle français. Donc, est-ce que le réseau fibre est prêt à prendre le réseau? Alors là, on entend tellement de choses. Donc, justement, peut-être on va donner la parole déjà à Ariel Turpin. Il a commencé à aborder le sujet en disant il y a le mode stock, il y a ceci, il y a cela. Alors, pareil, mais il faut être. Donc là, quelques minutes, hein, pas trop long. Merci. Oui, alors, sur le mode stock, alors, juste pour vous dire que j'avais indiqué lors d'un précédent colloque, Trip de la VICA, qu'on observait déjà un mouvement très minimal de personnes qui font la marche arrière.
qui font la marche de la fibre, retour vers la DSL. Donc, même si c'est minoritaire, c'est un indicateur. C'est un indicateur d'insatisfaction qui est fort et qui doit être pris en compte. C'est une arme qui est essentielle parce que c'est à contre-courant. C'est à contre-courant de tout ce qui se passe, du côté massif de tout ce qui se passe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je n'ai pas épilogué sur le Mostock, tout le monde connaît. Tout le monde sait que c'est une purge et il y a quelques zones qui en réchappent miraculeusement, tant mieux, et elles pourront migrer plus facilement vers la fibre. Ce n'est pas un souci. Mais il y a un deuxième souci. Un deuxième souci, c'est sur le bon dimensionnement des réseaux. Parce que ça aussi, c'est un truc, une chose qu'on a alerté. La NCT a toujours dit qu'il fallait déployer de manière proportionnée, l'ARCEP, etc. Tout. On entend, le Credo a fait évidemment beaucoup œuvre de pédagogie auprès du secteur. Malgré tout, on constate qu'il y a des zones où, dès 40% de taux de couverture, il y a des PBO qui sont saturés. Il y a, avec le confinement, des gens qui ont demandé des deuxièmes lignes, des lignes professionnelles. Impossible d'avoir des lignes professionnelles. Et ça, c'est même dans des endroits où les réseaux ont été très correctement déployés. Il va y avoir la question d'aller raccorder tout un tas d'équipements publics. On peut s'inquiéter. Et puis, au-delà de tous ces problèmes capacitaires de réseau, il y a la complétude de base. Enfin, on a parlé de petites communes qui seront certainement plus faciles à passer à la fibre optique, au 100% fibre et couper le cuivre sur des petits villages comme Lévis-Saint-Nom et autres que, par exemple, ne serait-ce que sur Paris. Paris, il y a encore 65 000 locaux à raccorder. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une parabole satellite sur les balcons? Bonne question, merci. Oui, donc, en effet, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, les raccordements, moi, dans mon langage, je dis c'est la face émergée de l'iceberg. Vous savez tous, un iceberg, il y a 10-15% au-dessus et il y a 85% sous l'eau. Et de la même façon, tous les problèmes qu'on voit sur les raccordements, c'est la face émergée, en réalité, de façon sous-jacente. Et c'est le rôle, justement, peut-être pédagogique du Credo, d'expliquer à tous les acteurs qu'il faut que les réseaux soient bien dimensionnés. Il y a tout un travail souterrain, c'est le cas de le dire, qui ne se voit pas, mais qui est indispensable pour assurer la performance et la pérennité des réseaux. Donc, je vais peut-être passer la parole justement à un autre représentant des usagers, qui est Bernard Dupré. Si tu peux nous entendre. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Il y a peut-être un peu d'écho. Bon, ça va. D'abord, je suis navré de ne pas être parmi vous en présentiel et puis de pouvoir prendre un verre à la fin de cette conférence. Mais en tout cas, bravo pour l'avoir organisé. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel il va y avoir beaucoup d'échanges, j'imagine, dans les mois à venir. Et donc, merci de votre invitation. Alors, comme il a été dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la satisfaction des consommateurs, alors qu'ils soient d'ailleurs grand public ou entreprise. Et donc, on ne remet évidemment pas en cause ce qui a été dit, hein, c'est que puisqu'on déploie de la fibre, et partout où il y a de la fibre, il n'y a sans doute pas de raison de conserver le réseau cuivre. Donc, il y a une logique intellectuelle et économique et environnementale qui est tout à fait légitime. Bon, mais la question, c'est comment on construit effectivement, comment on s'assure que le consommateur soit satisfait. Donc, nous, on part toujours de l'expérience utilisateur. Donc, et c'est là où commence un certain nombre de sujets. Donc, premier sujet, très souvent, la fibre est présentée comme meilleure que la DSL simplement parce que le débit est meilleur. Assez souvent. Donc, nous, on dit non, ça, c'est de la performance. C'est pas de la qualité. La qualité, c'est est-ce que je suis installé rapidement, quel est le taux de panne et quel est le délai de réparation. Voilà, c'est les trois critères sur lesquels nous, on regarde. Alors, malheureusement, ça a déjà été dit, mais on confirme, puisque nous, on reçoit à longueur d'année, hein, on a un observatoire, on regarde et les gens peuvent s'adresser à la FUT pour signaler des mécontentements. Et c'est vrai que le taux d'insatisfaction aujourd'hui est globalement très élevé. Nous, 50% des plaintes qu'on reçoit aujourd'hui concernent soit des retards d'installation. Quand je dis retard, ça peut être plusieurs mois. Hein. Là, on est sur des valeurs assez impressionnantes. Donc voilà, premier point, tant que les problèmes de qualité de réseau ne seront pas résolus, comme il a été déjà dit par Ariel, partout où ça va se passer, il va y avoir de la frustration et de l'insatisfaction, et ça, c'est pas bon. Alors, deuxième sujet concerne l'impact
l'impact, je dirais, physique et éventuellement économique dans ce qu'on appelle le raccordement privatif. Il faut bien comprendre, et ça c'est nouveau pour le consommateur, c'est que quand on change d'opérateur et quand on est en ADSL, on va voir le site de l'opérateur et l'opérateur va dire oui, vous êtes éligible. Et quand on est éligible, on souscrit et en général, ça ne se passe pas trop mal. Dans le cas de la fibre, ça va être différent dans la plupart des cas. Alors, je reviens très rapidement, la plupart des gens connaissent ça parmi vous, mais évidemment pas les consommateurs. En fait, le processus de déploiement de la fibre, il a en gros 4 phases. Il y a une phase donc, de déploiement de la fibre entre le PM et le point de mutualisation et le PBO, qui est un point de dispatch à proximité, soit en bas des immeubles, soit dans les rues. Ça, à partir de là, on dit vous êtes raccordable. Si on dit aux gens vous êtes raccordable, ils ne vont pas comprendre, ils pensent qu'il n'y a pas de problème. Non, quand vous êtes raccordable, il ne se passe rien. Vous n'êtes pas encore éligible. Pour être éligible, il faut qu'il y ait un opérateur qui vienne, qui raccorde le PM jusqu'à son cœur de réseau. Et là, vous êtes déclaré éligible. Et là, ça se complique encore parce que même si vous êtes éligible, ce n'est pas certain que ça se passe bien ensuite. Pourquoi? Parce qu'il faut encore construire cette fameuse partie privative. Alors, la partie privative, dans les cœurs de ville, c'est la partie finalement de raccordement dite horizontale. Donc là, ça pose en général pas trop de problèmes. En revanche, en zone périurbaine ou rurale, il faut aller jusque dans la maison et même à l'intérieur de la maison, il faut continuer à câbler. Et ça, c'est à la fois, ça peut être compliqué, ça peut s'avérer d'ailleurs infaisable. On a des cas où des gens disent j'ai été déclaré éligible et finalement, au bout de quelques mois, on leur dit finalement, non, vous n'êtes pas éligible, ça ne va pas marcher. Donc, c'est assez complexe. Donc, ça, c'est le deuxième point de vigilance pour la FUT. 1, il faut que la qualité de service soit bonne. 2, quel est l'impact physique et éventuellement économique pour le consommateur, parce que parfois on lui demande de payer une partie du raccordement physique, ça pourrait être sans doute confirmé par certains d'entre vous. Donc il y a ces problèmes-là. Et puis évidemment, la dernière question qu'on regarde, c'est la question de la complétude. Il faut évidemment que tout le monde soit traité correctement à peu près partout sur le territoire. C'est vrai qu'on n'est pas certain que ce soit possible. En tout cas, j'ai bien aimé une des remarques précédentes à propos de l'expérience de Lévis-Saint-Non, parce qu'en ce qui nous concerne, on considère que par sécurité et par résilience, il serait souhaitable qu'on ne fasse la fermeture commerciale et ensuite technique que lorsque la zone est couverte correctement en 4G, en réseau mobile, pour être sûr qu'en cas de problème, on puisse au moins avoir un backup. Voilà, ce serait une question de bon sens. Voilà. Alors j'ajoute, mais ensuite je pourrais revenir s'il y a des questions. J'ajoute que il y a une petite question qui nous chagrine un peu sur le calendrier. On prétend que c'est une opération qui se passe entre 2023 et 2030. En réalité, cette opération a déjà commencé. Alors, on parle beaucoup des expérimentations, mais en réalité, il y a déjà des... Alors, si j'ai bien compris, mais je pense que les intervenants d'Orange pourront confirmer, déjà des millions de lignes, a priori, qui sont fermées commercialement. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans le document de l'ARCEP. Et donc, peut-être... Alors, j'ai malheureusement pas pu entendre la totalité du discours de Laure de la Raudière, comme les gens qui étaient en ligne. Peut-être qu'elle l'a signalé, mais il faut bien comprendre que du point de vue du régulateur, pour lui, il a déjà donné un premier accord qui était fait à travers son étude des marchés, son analyse des marchés, donc en 2020. Et donc, dès 2021, semble-t-il, des zones ont été fermées commercialement. Ça veut dire que dans ces endroits-là, on ne peut pas, à partir du moment où il y a de la fibre, on ne peut pas commander de l'ADSL, ce qui n'est pas anormal, mais c'est juste pour que... Voilà, il y a un point de communication, on y reviendra aussi. Comment on communiquer, il ne suffit pas de dire que le débit est meilleur, il faut aussi que la qualité soit bonne, et puis surtout, il faut que le vocabulaire soit correct. Il ne faut pas que les gens
qu'on déclare éligibles estiment qu'ils ont juste à souscrire et que ça va bien se passer. Ce n'est pas sûr à 100%. Il faut peut-être les préparer un peu. Voilà, je reviendrai sur d'autres sujets par la suite, mais voilà, nous, un client satisfait, il ne faut pas créer de la frustration. Et même sur les performances, vous voyez bien que moi, j'ai bien aimé aussi le discours sur Lévis-Saint-Nom. Bien sûr que dans des zones où vous avez 500 kilobits par seconde, vous allez être ravi d'avoir de la fibre. Mais il faut bien imaginer qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont un très bon ADSL. Si demain, on leur dit c'est fini, on démonte tout, vous passez sur la fibre et que finalement, ils ont plus de panne, que les délais de réparation sont plus longs, qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a un opérateur d'infrastructure, parce que pour un consommateur, il ne comprend pas ça. C'est quoi un opérateur d'infrastructure? Il ne sait pas ce que c'est. Lui, il a un opérateur commercial. Il s'adresse à son opérateur. Nous, on a des témoignages, on a des verbatims, les gens nous écrivent en disant, et il y a le retour de l'opérateur qui dit oui, on a bien pris en compte votre plainte, mais on a sollicité l'opérateur d'infrastructure tel quel, donc le consommateur ne sait pas de quoi il s'agit. On a sollicité l'opérateur d'infrastructure plusieurs fois, on attend sa réponse, etc. Donc, voilà, il faut mettre de l'huile dans cette affaire. Ariel l'a déjà dit 20 fois, il faut vraiment mettre de l'huile entre les intervenants, notamment entre les opérateurs d'infrastructure. Merci beaucoup. On va revenir, Bernard, sur ces sujets. Alors là, c'est les attentes du public. Il y a encore, je pense, un représentant, je dirais, du peuple même, c'est Célia de Lavergne. Peut-être vous pouvez aussi intervenir sur cette question. Est-ce que le réseau fibre est prêt à prendre le relais du réseau cuivre ? Oui, merci. Alors, avant tout, j'imagine que la situation est extrêmement différente suivant les territoires, mais je voulais partager avec vous le témoignage d'un territoire très rural, comme je l'ai indiqué. Dans la Drôme et dans l'Ardèche, nous avons un syndicat de collectivités, Ardèche Drôme Numérique, ADN, qui vise à déployer la fibre sur 97% des foyers des 2 départements. Ça pose un certain nombre de sujets, d'abord parce que le syndicat a pris beaucoup de retard dans le déploiement et qu'aujourd'hui, on nous annonce au mieux encore de villages sur certains villages 2025, ce qui veut dire le temps de la commercialisation ensuite, le temps des raccordements complémentaires, beaucoup plus tard. Donc là, il y a un vrai sujet d'abord d'inquiétude par rapport au calendrier sur le passage, sur le relais entre le réseau cuivre et le réseau fibre. Deuxième sujet, c'est celui des 3%. Ces 3% de foyers qui ne sont pas raccordés. Dans ces 3%, on a des raccordements complexes, on a des lieux très isolés. Donc, on sait qu'il y a aujourd'hui certaines enveloppes qui vont permettre d'aller un peu plus loin sur ces 3%, mais pas sur l'intégralité. Et la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, c'est la qualité des autres solutions, qu'elles soient satellites, 4G, et sur laquelle il va falloir, je pense, avoir un travail de suivi, de mesure plus ambitieux que celui que nous avons aujourd'hui. Et puis, il y a un sujet qui est d'acceptation. Hier, j'avais une ferme isolée au fin fond du Diois. J'avais le réseau cuivre, accès au réseau cuivre, et demain, on va me dire « Ah ben non, vous êtes trop loin pour qu'on investisse dans la fibre, donc on va vous mettre une autre solution » avec un risque justement de qualité de cette solution qui fait qu'en termes d'acceptabilité pour ces foyers, cela risque d'être compliqué. Donc, il y aura besoin de vérifier la qualité des solutions alternatives et de bien en faire la pédagogie. Je crois que c'est un point très important sur lequel nous devons être vigilants dès aujourd'hui. Et puis, j'ai un troisième point qui au fond, fait écho à ce qui vient d'être dit sur la commercialisation. Je ne suis pas sûre aujourd'hui, dans les villages, qu'il y ait une adhésion pleine au passage à la fibre, en particulier chez les publics âgés. Je veux dire, la capacité à changer, notre volonté à passer à du meilleur. La fibre est utile pour des personnes qui aspirent à des services avancés, mais pour une personne âgée qui a juste besoin d'appeler sa famille, qui a besoin, et on en parlera après, mais aussi peut-être d'un système de télésurveillance ou de téléalarme, la fibre représente peut-être plus un surcoût qu'une amélioration de ce service. Donc, il y aura aussi un travail à faire pour ne pas avoir l'impression d'avoir perdu. Et pour finir, pour moi, dans cette commercialisation, la confiance reposera aussi sur les engagements qui sont pris, ça a été dit, on en viendra au moment du service universel, sur la réparation. Sur le réseau cuivre, cela dit, on part de très loin, puisque dans la Drôme, on était dans les pourcentages
hors convention de service universel où il fallait dans certains cas 3 à 4 semaines pour réparer votre ligne téléphonique. Mais demain, si vous voulez que les gens reprennent confiance, il va falloir qu'on réduise ces délais. Et ça pose un certain nombre de questions. Voilà, de manière très courte et ramassée, ce que je souhaitais vous partager avec vous. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on a bien entendu, vous avez bien exprimé, vous et les personnes avant vous, toutes les inquiétudes, les anxiétés qu'a finalement le public sur ce passage à la fibre, que disons, tous les acteurs impliqués dans le secteur voient les côtés positifs et vous dites attention, il y a aussi des côtés moins positifs. Donc, c'est intéressant peut-être à ce stade d'écouter les réponses des opérateurs. Donc, on va commencer peut-être par Olivier Riffard. Merci. Bien, écoutez, sans minimiser ce qui vient d'être dit, plusieurs choses. Premièrement, la réponse à la question côté opérateur est oui. Le réseau fibre est prêt à prendre la suite du réseau cuivre. J'insiste sur 2 mots, encore une fois, anticipation et progressivité. Tout ne va pas être fait en 2 ans. On est dans les délais et l'idée, c'est vraiment d'apprendre des expérimentations. La fibre, quand on entend un petit peu les différents témoignages, c'est indispensable en termes de débit, mais pas seulement. C'est aussi une technologie qui est beaucoup moins sujette aux aléas climatiques et météorologiques. C'est une technologie qui est beaucoup plus vertueuse en termes d'environnement. On parle beaucoup d'empreinte environnementale du numérique. Aujourd'hui, quand vous êtes raccordé en fibre optique, c'est 3 fois moins de consommation d'énergie que sur une ligne cuivre. Donc, c'est ça aussi la réalité. Et je pense qu'il y a une vraie appropriation, une vraie appétence de l'ensemble de la population sur ce basculement vers la fibre optique. On l'a évidemment constaté avec la crise sanitaire qu'on est en train de terminer, ou en tout cas une nouvelle phase. Pendant le confinement, la première chose que tout le monde s'est posée à très haut niveau, c'est est-ce que les réseaux vont être résilients, est-ce qu'ils vont tenir? Ils ont tenu avec un recours massif au télétravail, à la téléconsultation, au téléenseignement. Donc, il y a aussi y compris un certain nombre de populations qui n'avaient pas forcément mesuré l'impact vital d'avoir un bon raccordement et qui aujourd'hui ont basculé. Lors de la Rodière l'a rappelé, l'appétence pour la fibre, elle est indéniable. Je ne vous aborderai pas de chiffres, simplement, aujourd'hui, il y a à peu près 14,5 millions d'abonnés à la fibre optique, plus d'1 million au cours du dernier trimestre. Et je rappelle aussi, contrairement à ne serait-ce qu'il y a 5 ans, à ce jour, la France est le pays le plus fibré d'Europe, avec un taux de développement et de commercialisation très élevé. Je ne minimise pas ce qui a été évoqué par les précédents intervenants sur la qualité des raccordements, sur la nécessité d'avoir une bonne maintenance et une bonne commercialisation et une bonne information. C'est précisément l'objet de ce plan que je laisserai présenter un peu plus en détail par mon collègue d'Orange. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner et que les élus soient au cœur du dispositif. Il y a des comités départementaux qui ont été créés. Il y a tout à imaginer. En tout cas, nous, en tant que secteur, on sera là de bout en bout pour expliquer et encore une fois, ne pas laisser à croire que cette technologie serait réservée à une catégorie de la population. Nous, on pense qu'elle a vocation à être appréhendée par tout le monde. La question de l'inclusion numérique est aussi le sujet qui est en train de monter. Pourquoi? Parce que les déploiements sont de plus en plus importants dans l'ensemble des territoires. Et puis, les expérimentations en cours, au-delà de Lévis-Saint-Nom, il y en a qui sont lancées en Île-de-France, dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France, dont la fermeture commerciale est intervenue depuis le 31 mars. Donc là aussi, on va être très attentif avec Orange et l'ensemble des opérateurs pour accompagner dans cette transition et tirer les enseignements pour ensuite passer à l'échelle. Et encore une fois, je le rappelle, ce sera progressif et il est hors de question d'arrêter le cuivre dans les endroits où il n'y aura pas une complétude. Et pour répondre à la question sur la complétude vis-à-vis de la 4G, là aussi, on peut mesurer depuis 5-6 ans les efforts entrepris par le New Deal mobile qui portent leurs effets. Donc là aussi, la couverture 4G est en train de se généraliser. Donc on pense que tous ces effets conjugués devraient améliorer les choses. Donc on a bien entendu, n'est-ce pas, que tout est prêt pour que le réseau soit prêt et on prend toutes les mesures. Donc je voudrais bien écouter maintenant Orange. Et ensuite, on verra si vous rassurez. Oui, merci. Alors, de manière complémentaire, le calendrier du plan de fermeture, je rappelle, il est constitué de 2 phases.
une phase de transition jusqu'en 2025, une phase de fermeture industrielle entre 2026 et 2030. Et la phase de transition, elle doit permettre d'expérimenter et d'industrialiser la démarche, de préparer et d'organiser l'accompagnement client et de limiter la création de nouveaux accès. Et la phase de fermeture 2026, elle est aussi crescendo, puisqu'on a 50% des clients qui sont sur les années 2029-2030. Donc, il y a toute une montée en puissance. Et ce calendrier, il est cohérent avec le plan très haut débit du gouvernement qui prévoit 80% de couverture fibre en 2022 et une couverture quasi généralisée en 2025. Donc, le plan cuivre a bien été calé par rapport au plan THD. Sur la partie complétude, le mix, on pourra en parler après. Donc, c'est des éléments que je voulais préciser. Peut-être un point sur la QS, et je voulais rebondir sur ce que disait Ariel sur le dimensionnement des réseaux. Alors, et avant ça, déjà, dire que les opérateurs sont conscients. Orange est bien conscient de l'amélioration à apporter sur la QS et le problème de raccordement. On est à la fois très impliqué des travaux menés avec l'ARCEP, mais aussi avec des actions spécifiques qu'on porte. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une feuille de route ARCEP qui a été fixée en novembre dernier, avec e-intervention qui permet à un opérateur commercial d'être informé via l'opérateur d'infrastructure des interventions d'un autre opérateur commercial. Tout l'enjeu des photos lors des comptes rendus d'intervention, où aujourd'hui Orange, que ce soit en tant qu'opérateur d'infrastructure ou opérateur commercial, fait transiter des centaines de milliers de photos avec un enjeu d'intelligence artificielle pour pouvoir bien industrialiser la gestion des photos et leur exploitabilité. Et puis, il y a deux choses qui sont menées aussi par Orange, qui ont été faites sur le nombre de rangs côté sous-traitant, la limitation du nombre de rangs à 2 côtés sous-traitants, qui est acté contractuellement, et tout le travail sur les intervenants pour les monter en compétences, les labelliser. Et je crois que le deuxième atelier abordera ce point-là. Après, le point que je voulais indiquer aussi, c'est que la qualité des interventions, c'est un enjeu collectif non seulement de l'opérateur commercial et des intervenants, mais aussi de l'opérateur d'infrastructure. Orange Commercial, qui intervient sur tout le territoire avec l'ensemble des opérateurs d'infrastructure, eh bien, on bench et on constate que plus un réseau a été mal conçu ou mal dimensionné, plus on constate qu'il y a de problèmes dans le run, dans les interventions. Donc, l'enjeu de la qualité, c'est un problème collectif qui doit être traité par l'ensemble des acteurs techniques pour améliorer cette QS. Je peux rajouter, il y avait aussi un point sur la fermeture commerciale à l'adresse. Alors, je ne sais pas si je peux prendre 1 minute pour préciser, c'est qu'en effet, il y a 15 millions de lignes aujourd'hui qui sont fermées commercialement à l'adresse. Ça touche le secteur grand public sur des zones où la fibre est disponible avec les 4 opérateurs d'envergure nationale qui sont présents. Et en fait, ça n'a aucun impact pour les clients en place qui sont sur cuivre. C'est simplement lorsqu'il y a un churn, lorsqu'il y a un nouveau client qui arrive, dans ce cadre-là, il ne peut prendre qu'une offre fibre, il ne peut pas prendre une offre cuivre. Et ça, c'est simplement un enjeu d'anticipation qui est que quand on a une baignoire, dans le cas de la fermeture, une baignoire à vider, il y a tout d'abord le fait de couper le robinet, et ça correspond à la fermeture commerciale à l'adresse. On arrête de remplir la baignoire avec de nouvelles offres cuivre qu'on devrait migrer pour ensuite, dans la phase de migration, la baignoire soit la moins grande possible. Donc voilà à quoi ça correspond, la fermeture commerciale à l'adresse. C'est vraiment un critère d'anticipation pour que le travail et que l'enjeu, et ça c'était signalé sur la migration des clients cuivre à réaliser lors des fermetures par commune, soit la moins importante possible et qu'on ait un taux de pénétration fibre au plus grand pour faciliter ce travail. Merci Olivier. Alors, moi, je l'écoute là en tant que, à la fois spécialiste, mais aussi en tant qu'animateur, et je vois qu'il y a vraiment 2 mondes. Il y a un monde d'anxiété des utilisateurs, hein, de questions, d'interrogations et des réponses des opérateurs qui sont quand même très focalisés sur le projet et pas tellement sur ses angoisses. Non, alors, juste un point. Oui, allez-y. Oui. Enfin, le terme de projet, la fermeture du cuivre, ce n'est pas un projet technique. C'est un chantier collectif où sont parties prenantes
un ensemble d'acteurs où on retrouve les élus, les associations d'élus, l'ARCEP, les clients, puisqu'il y aura une migration, alors les clients ou les associations pour les clients, au même titre que Orange Cuivre, les opérateurs commerciaux, les opérateurs d'infrastructure. Et bien évidemment, la dimension d'adhésion, de compréhension, d'anxiété, c'est quelque chose qui doit être traité collectivement et dans les gouvernances qui vont être mises en place, c'est bien évidemment un élément important et tout le travail de la FFT qui est fait aujourd'hui sur la communication pour donner sens et expliquer. Très, très bien. Moi, je vous écoute. Moi j'ai juste l'expérience d'un autre basculement qui était moins important. J'étais impliqué, on a basculé la moitié de la France. Et à l'époque, donc, il y a eu la création d'un GIP, alors c'est un groupement d'intérêt public, qui associait plein de gens. Il y avait un petit bonhomme bleu et un petit bonhomme rouge, et il y avait des pubs à la télé. Vous avez peut-être vu ça, chacun d'entre vous. Donc, tout ce que je suis en train de dire simplement, c'est que ce volet-là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un effort à faire global pour améliorer la communication et accompagner la communication de l'action. Bon, je ferme, c'était beaucoup plus facile. Hein. Je me souviens, le basculement, par exemple, la TNT, parce qu'on l'a fait, c'était le 11 novembre 2011 à 11h11, vous voyez, c'était vers la TNT. Et la TNT, c'était un sujet bien plus light que... On touchait à la télévision. Oui, non, mais c'est clair, on touche à la télé qui était le cœur. Aujourd'hui, la télé, c'est beaucoup moins le cœur. Mais donc, la fibre est-elle prête à... Donc, en fait, ce que disent les opérateurs, la fibre est prête à prendre, c'est ce qu'on a entendu, et il y a un certain nombre d'anxiétés. Et je crois que c'est un sujet qui, en effet, comme l'a dit Olivier Fritz, et l'a dit aussi Olivier Riffard, c'est un sujet de communication, ce n'est pas uniquement un sujet technique, c'est un sujet global qu'il va falloir prendre à bras le corps et mettre les moyens qu'il faut. Donc, si vous voulez bien, alors je suis sorti de mon rôle d'animateur, c'est pas bien du tout. On va peut-être passer à, merci beaucoup en tout cas, au point suivant qui est l'extinction du cuivre aura-t-elle un impact sur les services dits spécifiques? Juste Richard, oui. Est-ce que je peux dire juste un mot? Voilà, vas-y. C'est parce que bon, le terme d'anxiété est vite dit, vite fait. Il n'y a pas que de l'anxiété, il y a de la réalité, de problèmes sur le terrain. Il ne faut pas laisser croire qu'il y aurait juste de l'anxiété et que tout va bien. La réalité, c'est qu'il y a vraiment des retours. Non, mais là, ça fait 4-5 fois qu'on parle d'anxiété. Oui, il y a une partie de la population, comme toujours, dans l'inconnu, peut avoir de l'anxiété, mais il y a des réalités. D'abord, dans les endroits où il n'y a pas de 4G, les gens se disent si je perds le cuivre et que je n'ai pas la fibre, ça va être galère. Et puis, il y a des retours d'expérience. Ce n'est pas de l'anxiété, ça, c'est des retours. On a bien compris. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, parce que moi, il me reste un peu plus d'un quart d'heure. Là, j'ai des gens qui me regardent. Alors, on a quand même 10 minutes pour les questions-réponses. Ça modifiera, puis vous allez pouvoir réintervenir dans les questions-réponses. Mais donc, la question de l'impact sur les services spécifiques, sécurisation, téléalarme, et justement, Célia Delavergne a abordé le sujet pour les personnes âgées et sans doute d'autres sujets. Si vous pouvez bien, Madame la députée, nous dire quelques mots. Oui, non, je l'ai déjà évoqué rapidement et je préfère laisser la place aux autres débats. Ah, très bon. Mais c'est bien, ça a été évoqué rapidement, mais fortement. Et Anne Grignon, peut-être, vous pouvez intervenir. Comment ça s'est passé à Lévis-Saint-Non, justement, pour les personnes, par exemple, âgées qui ont de la téléassistance à domicile? Oui, alors ce que je vous disais en introduction, c'est que nous, la condition de notre engagement dans l'expérimentation, c'est que ça n'ait pas d'impact et contrainte. Pour autant, s'agissant d'une expérimentation, il y a un certain nombre de choses qu'on n'avait pas pu anticiper. Et en l'espèce, en effet, 3 difficultés qu'on a rencontrées. D'abord à la mairie et dans les bâtiments publics de manière générale, puisque nos plans communaux de sauvegarde imposaient le maintien d'une ligne cuivre en cas de coupure de courant, tout simplement par mesure de sécurité. Donc, quid de ces lignes cuivre qui jusque-là étaient imposées dans nos plans communaux de sauvegarde, donc par la préfecture et les commissions de pompiers. Deuxième difficulté, en effet, pour les personnes âgées. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de réticence des personnes âgées à passer à la fibre.
nous, on n'a pas senti, alors pas d'appétence, ça c'est sûr hein, pour certains, mais pas non plus de résistance. Par contre, en effet, pour les personnes en télésurveillance, se poser la question du maintien et de la continuité de ce service essentiel en cas de coupure de courant. Et donc, dans les deux cas, le problème a été résolu par la pose de batterie de 12 heures par Orange, donc dans l'ensemble de nos bâtiments publics, et pour équiper l'ensemble des personnes qui étaient qui bénéficiaient du service de télésurveillance. Voilà, pour ce qui est des alarmes, je ne sais pas si j'aurai un retour vraiment objectif. Certaines personnes m'ont signalé que leur fournisseur d'alarme avait imposé une modification du système, donc effectivement avec un surcoût à la clé, et d'autres n'ont pas rencontré de difficultés au moment du passage à la fibre. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, hein, je ne suis vraiment pas spécialiste du sujet, donc techniquement, je n'ai pas d'avis, mais voilà, je sais que certains foyers, en tout cas, ont été amenés à engager des dépenses pour modifier leur système d'alarme suite au passage à la fibre. Voilà les... Merci beaucoup. Donc, je peux témoigner. Madame Le Maire, merci. Donc, alors, je donnais des réponses déjà aux Olivier, puisqu'on a Olivier Riffard, Olivier Fritz. On commence par Olivier Riffard. Peut-être sur ce sujet, je ne serai pas très long, je laisserai la parole à Olivier Fritz. Dire que le processus tel qu'il est prévu dans le plan de fermeture, c'est d'avoir une fermeture commerciale puis une fermeture technique pour l'ensemble des usages. Donc, ce ne sera pas séparé usage, je dirais, grand public et usage spécifique. Donc là aussi, il y a une vraie question d'anticipation. Juste vous dire, puisque là, nous, on est cantonné sur l'aspect vraiment communication et anticipation, on est en train, au niveau de la fédération, d'organiser un groupe de travail spécifique avec l'ensemble des fédérations professionnelles qui gèrent les ascenseurs, les téléalarmes, toutes ces questions des usages spécifiques, afin qu'avec les opérateurs, on puisse déterminer leurs besoins et leur faire prendre conscience, même si pour certains, ça leur paraît très loin, qu'il y a une nécessité de s'emparer du sujet tout de suite et de pouvoir essayer de régler et de trouver que les opérateurs sont en capacité de proposer des solutions alternatives au cuivre aujourd'hui. J'ai bien entendu les questions de sécurité, notamment des biens et des personnes, les plans de sauvegarde, mais il y a plein d'autres choses là-dessus. Donc ça, on va le mettre en place de manière imminente. Et avant de passer la parole, il y a quelque chose qui est très important aussi pour nous, qui fait le lien un peu avec le passage à la TNT, c'est la prévention des fraudes potentielles qu'il pourrait y avoir, avec un certain nombre de gens mal intentionnés qui iraient démarcher de bonne foi ou surtout de mauvaise foi les entreprises ou les particuliers en les faisant peur, comme à l'époque, attention, vous avez un écran noir, demain, vous n'aurez plus de service. Donc là aussi, on est en amont et l'idée, c'est vraiment de bien faire passer ce message-là. Mais je laisse Olivier compléter. Merci, Olivier. Donc, Olivier. Alors, ce qu'on peut dire, donc, le réseau fibre, il est compatible avec les services de type ascenseur, téléalarme ou télésurveillance. Alors, ces services sont compatibles, mais ce n'est pas forcément Orange qui commercialise ces offres. Donc, ce qui est important pour les clients, c'est en parallèle de la migration de leur offre classique vers la fibre, ils ont également une action à mener auprès de leur entreprise qui leur fournit ce service complémentaire pour s'assurer de la continuité de service. Donc, ce sont bien deux actions distinctes à mener par le client. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important, et Olivier vient de le dire dans le cadre de la FFT, de pouvoir communiquer aussi sur ce type de service pour que ce soit bien intégré par les personnes. Ensuite, bien évidemment, Orange contribue aux travaux menés par la FFT. Ça avait démarré en 2016 avec un groupe de travail dans le cadre de l'arrêt du RTC. Et donc, on les poursuit sur la fermeture du cuivre. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a une partie du travail qui a été fait, mais ce qui est important, c'est que les différentes expérimentations en cours nous permettent d'identifier aussi toutes les situations sur la base de cas concrets ou situations nouvelles et qui nous permettent de valider les adaptations éventuelles à apporter. Et donc, ce travail, on le fait en coordination avec l'ensemble des acteurs pour faciliter la migration de ces services. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un sujet qui est identifié depuis très longtemps. Donc, à ma connaissance,
de Lévis Saint-Non, il n'y avait pas eu de problème sur l'aspect technique. Hein. Les différentes entreprises sont en place, ont déjà les offres qui vont bien pour être en IP et sur la fibre. Par contre, on peut tomber sur des configurations particulières, notamment dans le domaine entreprise, où là, on se repose la question et on voit si c'est adapté ou non et voir comment on fait évoluer. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de la phase de transition jusqu'en 2025, d'étudier ces cas-là et de pouvoir avoir pour l'industrialisation à partir de 2026 les solutions adéquates. Et donc ça, c'est des réponses qui, j'espère, vont rassurer un peu, n'est-ce pas? Et il y a sans doute des commentaires. Par exemple, Ariel, au nom des collectivités, de la VICA. Rapide. Hein, très, très rapide. Je suis toujours étonné c'est très, très rapide. En fait, je suis toujours circonspect, étonné de voir ces mêmes questions qui reviennent. Alors que, je sais pas, je dirais que ça fait au Carbone 14, ça fait bien 15 ans qu'on parle de la nécessité de penser à migrer toutes ces solutions, à prévoir des solutions alternatives, avant même qu'on parle de la fermeture du cuivre. Et donc de voir qu'aujourd'hui, alors que maintenant la fermeture du cuivre est décidée, il y a encore ce sujet sur la table. C'est assez intéressant d'un point de vue réactivité du secteur. Mais bon, merci, c'est pas. Et Bernard Dupré, quelque chose à dire ou... Non, mais je pense qu'il y a effectivement deux discours. Il y a un discours, évidemment, on peut être satisfait quand même du déploiement de la fibre globalement en France qui va assez vite, mais ça a été assez rapide et on sait bien qu'il y a certains endroits où ce n'est pas correctement fait. Après, nous, on aura d'autres questions. Ça a été évoqué, la question de la possibilité de saturation des PBO. Ça peut être inquiétant, notamment pour les marchés entreprises. Mais peut-être que c'est un autre sujet que tu abordes après, Richard. D'accord, okay, parce qu'il y a la question de l'évolution technologique du réseau. Voilà, merci beaucoup. Oui. Moi, ce que je retiens là sur les services spécifiques, c'est un peu de la même façon. Il y a des réponses techniques, mais il y a des réponses globales à apporter. Notamment, moi, j'ai noté fraude. Et c'est vrai que c'est pareil, mon expérience du passage à la TNT, il y avait des gens qui arrivaient chez vous, là, chez M. Hetzmann, par exemple, et lui disaient, ben voilà, oui, finalement, vous savez, votre télé, elle n'est pas adaptée à la TNT, donc vous allez changer la télé, et puis la chaîne haute fidélité, et puis le chauffe-eau, et puis, enfin, mais c'était vécu. Hein, et on a été obligé de mettre en place des centres d'appel pour aider tout ce genre de choses. Donc, eh ben, le réseau cuivre aura un impact sur les services spécifiques. On va en reparler, cette fermeture. Et alors là, on va aborder il y a encore deux sujets. Un vaste sujet, c'est déjà le service universel des télécoms après 2023. Hein, moi, je rappelle pour tous que le service universel, c'est le bon vieux héritage des PTT, certains ont peut-être oublié, et où il y avait un service téléphonique qui était offert à tous dans des conditions, alors on dit abordable en français, on dit affordable en anglais, et finalement ça a été, à l'heure là où on parle de politique, c'est quelque chose qui a été repris complètement par l'Union européenne. Hein. Donc le service universel des télécoms, aujourd'hui, c'est plus le téléphone. Hein. Dans mon téléphone, il ne sert plus à téléphoner, hein, comme vous, hein. C'est un smartphone, il y a des applis, il y a plein de choses. Et puis, de toute façon, il n'y aura plus de cuivre. Donc, je vais essayer dans le temps que nous avons. Donc, s'il vous plaît, faites un petit effort de brièveté. Je vais commencer par Audrey Morel, qui connaît bien le sujet. Merci. Une experte. Je le connais, mais je n'ai pas la réponse, puisque c'est sous-jacent à ta question. Il y a encore un vide juridique sur le sujet. Puisque, comme tu l'as rappelé, il n'y a plus le SU du cuivre. Et en même temps, le nouveau SU qui est issu de la transposition du Code européen des communication électronique n'est pas encore complètement défini. Donc, il est transposé. On sait que maintenant, il y a ce nouveau service universel de l'accès à Internet au débit à un tarif raisonnable. Mais effectivement, son champ d'application et ses conditions de mise en œuvre ne sont pas encore définies. Alors, tu parles de 2023. Moi, effectivement, c'est aussi un peu le curseur qui figurait dans la consultation de la DGE sur le sujet. Donc, c'est demain. Hein, donc, il faut espérer qu'effectivement, les choses sur le sujet s'accélèrent après les prochains événements politiques. Déjà, juste, il faut... Non, c'est un micro antiféministe. Voilà.
Donc, ce nouveau SU, déjà, ça ne va pas être la solution magique à tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Comme on vient de le dire, c'est vraiment un dispositif déjà juridique qui est subsidiaire à tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, qui du coup va servir à combler les carences que ne permet pas aujourd'hui le plan France Très Haut Débit et les carences opérationnelles effectivement qu'on voit aujourd'hui. Donc, en fait, le champ d'application, moi, j'ai l'impression que depuis le début des interventions là, de ce matin, on l'a un peu défini. C'est ce qui va permettre du coup à desservir les derniers logements, soit parce qu'il y a des raccordements complexes, soit parce qu'il y a des raccordements qui ne sont pas dans la notion de raccordement complexe, mais en tout cas qui financièrement ne pourront pas forcément être supportés à des conditions abordables, soit parce qu'effectivement la qualité des réseaux, au bout d'un moment, ne permet plus justement d'assurer ce service d'accès à Internet au débit. Donc ce champ d'application, entre guillemets, on l'a. Maintenant, ça va être effectivement de définir ces conditions de mise en œuvre, et c'est ça, j'ai l'impression, en tout cas, le point le plus sensible en réalité, puisque du coup, on passe d'un service traditionnel qui est assuré par un opérateur unique à un nouveau service qui, effectivement, aujourd'hui, est fourni par une multitude d'opérateurs. Donc, il faut effectivement faire en sorte que ce ne soit pas une usine à gaz, qu'on parte avec un opérateur ou plusieurs opérateurs. À la limite, quelque part, ce n'est pas tellement le sujet, c'est effectivement qu'ils soient mis en place de manière cohérente. Et effectivement, pour pas que ça ait des implications sur le déploiement actuel des réseaux et puis leur bonne exploitation. Et puis derrière, il y a les questions du financement. Mais ça, c'est encore un autre sujet parce que du coup, comme le champ d'application de ce nouveau SU ne va pas être forcément lié uniquement au raccordement complexe, mais à d'autres choses, il ne va pas forcément être financé de la même manière que l'était le service universel du cuivre. Donc, du coup, moi, le point, je veux dire 2023, est-ce que vraiment cette échéance pourrait être vraiment retenue? Parce qu'on parle de début 2023 ou fin 2023, mais là, on regarde les problèmes quand même qu'on rencontre, des résultats d'un certain nombre d'études. Il y a quand même une certaine urgence, en tout cas, à ce qu'ils soient mis en place. Mais pour le coup, effectivement, il faudrait réussir à travailler en concertation avec l'État, parce que tous les opérateurs, en tout cas, arrivent à travailler en concertation avec l'État sur le même plan. Merci Audrey. Donc, je donne, pour parler service universel, on va donner peut-être la parole à Bernard Dupré. Oui, merci, je remets mon micro. J'aime pas trop l'expression, c'est pas... je te donne un moment court, hein, une minute ou deux. Très court. Pour nous, il n'y a pas de vide juridique. Le texte européen est très clair, il a été transposé, donc il n'y a pas de vide juridique. Et il y a des questions sur les modalités et sur le financement, ce qui a été dit. Donc voilà, il reste à décider des modalités du financement et à s'organiser dans un monde où il y a plusieurs opérateurs intervenant sur la même fourniture du service. Là-dessus, on peut être d'accord. En revanche, juste rappeler que, le service universel n'est pas mort, il existe, il est juridiquement défini et il est applicable dès maintenant. Et deuxièmement, c'est quoi le service universel? Ça a été dit juste rapidement, c'est un débit adéquat, et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que chacun doit pouvoir se servir de l'Internet pour des usages, pour ses usages sociaux et professionnels, hein, donc ça va assez loin, c'est pouvoir vraiment, par exemple, faire une visio comme aujourd'hui, voilà, il faut que ça soit possible et c'est bien que ça soit défini en termes d'usage et non pas en termes de débit, ça c'est très bien. Et ensuite, c'est un prix abordable et une qualité de service correcte, partout sur le territoire. Quelle que soit la technologie, ça pourrait être fait en box 5G. Hein. Merci, ça c'est punchy, intervention. Merci. Ariel, alors. Je vais pas ouvrir le débat sur le vide juridique. Hein. Juste noter qu'aujourd'hui, techniquement, en France, il n'y a plus de service universel. C'est factuel. Donc, le réinventer, c'est très, très bien. Nous, on y est très favorable. Mais il y a en compte en absence du raccordement. Hier, il y avait le service universel et il y avait un réseau péréqué au niveau national, le réseau cuivre. Aujourd'hui, grosso modo, c'est simple, hein, les zones rentables pour les opérateurs privés, les zones pas rentables pour les opérateurs publics. Donc, je ne suis même pas sûr que ce soit le service universel, le mode de financement du futur service universel qui va permettre de résoudre la question du raccordement des gens, tendre dans la Drôme à résorber petit à petit ces 3%, parce que 3%, ça reste énorme. Hein, donc, s'il met 3% au niveau national, c'est inenvisageable. Donc, il faut vraiment pousser ça, mais pour pousser à réduire, pour tendre vers le 100%, disons, pour tendre à remplacer tout ce qui était en cuivre hier par la fibre aujourd'hui, il va falloir trouver d'autres outils, peut-être que
le service universel. Et c'est pour ça que l'on pousse notamment donc à la création d'un fonds de péréquation. Ça fait quelques années et j'espère que ça verra le jour encore plus rapidement que le futur service universel. Ah ben voilà, c'est clair, Ariel. Et c'est vrai que c'est pareil, sur le plan juridique, ça a déjà été mis en place. Il reste le détail de la mise en œuvre politique et financière. Alors, moi, j'avais noté que peut-être il y a deux intervenants qui pourraient commenter rapidement. Le premier, c'est Olivier Fritz, qui est quand même aujourd'hui, Orange assure une partie du service universel téléphonique. Alors, le SU, il n'y a plus de désignation du SU depuis novembre 2020 et on s'est engagé à poursuivre ça, oui, en effet. Moi, oui, alors peut-être de manière, ça rejoint ce que disait Audrey. Il faut quand même le dire. Aujourd'hui, Orange continue à assurer un service, même s'il n'y a plus d'obligation. Voilà. Exactement. Et alors, le point par rapport à ce que Audrey disait, et qui est important, c'est qu'en fait, la désignation d'un ou plusieurs opérateurs, ça devient l'exception et ça ne peut intervenir qu'en cas de défaillance du marché et après avoir constaté une carence. Donc aujourd'hui, on a un marché avec l'ensemble des opérateurs et des offres, donc on est en multi-techno, qui répond à l'exigence d'apporter l'Internet haut débit sur tout le territoire, donc y compris le satellite. Et donc le SU est assuré sans qu'il y ait besoin de désigner un opérateur. Et ça renvoie à la question de l'organisation ou du guichet dans ce cas-là. Donc ça, c'est peut-être le point que je voulais compléter. Merci beaucoup, Olivier. Et là, peut-être la parole sur ce sujet vient quand même, en effet, à une représentation politique. Donc, Célia Delavergne, pourriez-vous dire quelques mots sur ce sujet que vous avez bien travaillé? Oui, je vous remercie. Je pense, au risque d'être un peu à contre-courant déjà de ce qui a été dit, le précédent service universel, tel qu'il a été signé dans la convention entre l'État et l'opérateur Orange, n'était pas à la hauteur des enjeux. La plupart des indicateurs couvraient ne couvrait pas l'intégralité de la population, puisqu'on disait par exemple que 95 ou 97% des habitants devaient être réparés sous 48 heures. Il n'était rien dit du pourcentage restant. Donc l'enjeu numéro 1 pour moi, c'est de retravailler l'ensemble des indicateurs de manière à ce que le mot universel prête tout son sens et que tous les citoyens puissent aujourd'hui avoir une solution. Encore une fois, ça ne sera pas forcément le réseau fibre, ça peut être d'autres technologies, mais je crois que l'engagement et le sens du service universel, c'est bien que 100% des citoyens puissent avoir accès. Donc, il y a la question du raccordement, mais aussi la question du service derrière avec des indicateurs de qualité. Le combat que nous menons avec un certain nombre de maires depuis un moment, c'est aussi que ces indicateurs de qualité de service à terme, quelle que soit la territorialisation du service universel retenu, soit à minima départementaux. La maille départementale des indicateurs de qualité nous semble un outil indispensable. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon, comme nous l'avons vécu dans la Drôme et dans l'Ardèche, on a des indicateurs non suivis qui ne permettent pas de manière fine de savoir comment sont desservis les usagers sur un territoire. Et puis, pour aller assez rapidement, puisque le temps est compté, 2 points qui me semblent essentiels. Le premier, sur la question de cette connexion, et plutôt sur les modalités du service universel, je crois qu'il serait intéressant de prospecter ce qui se fait pour les banques, c'est-à-dire que lorsque vous voulez ouvrir un compte et que les banques vous le refusent au niveau national, le médiateur enjoint une banque de vous donner accès à un compte bancaire, ce qui, de la même manière pour tous les raccordements, de la difficulté en fait, qu'on risque de rencontrer avec la lisibilité de ce service universel au niveau local, il faut qu'il y ait un interlocuteur national qui puisse indiquer qui doit vous raccorder et peut-être effectivement avec un fonds de péréquation qui permettrait de financer ce raccordement pour l'opérateur à qui on a signifié l'obligation de raccordement. Et le point qui va avec ça, c'est vraiment cette lisibilité aujourd'hui pour les usagers, même avec un opérateur national aujourd'hui du service universel, selon l'opérateur avec lequel vous êtes en contact, ça a été compliqué, ça s'est vu avec la médiatrice des télécommunications avec laquelle nous avons longuement échangé, selon que vous soyez chez SFR, Bouygues Free, etc. Il y a parfois des parcours du combattant pour obtenir gain de cause sur les services universels, donc il faut qu'il y ait une visibilité qui soit plus claire dans le futur service universel. Voilà de manière très courte ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, et c'est toujours efficace et punchy. Donc, sur ce service universel, je ne sais pas si
Bon, peut-être on reprendra, on passera peut-être après s'il y a des questions de la salle. Je voudrais aborder le dernier sujet, si vous voulez bien, et qui sera peut-être plus rapide en termes de temps. Après, ce sera plus long. C'est quel sera le devenir des infrastructures télécom, hein. C'est-à-dire, une fois qu'on aura déposé le cuivre, qu'est-ce qu'on va faire? Des poteaux, des boîtes, des armoires. Et puis finalement, comment prendre en compte l'impact environnemental du démontage des infrastructures. Et là, je voudrais donner la parole à Olivier Fritz d'Orange, puisque c'est quand même Orange qui est le premier concerné par cette opération. Très bien, merci. Alors, à ce stade, je vais rappeler des choses très simples. C'est-à-dire qu'une grande partie des infrastructures d'accueil du cuivre, comme les conduites ou les poteaux, sera utilisée pour le déploiement du réseau fibre. Donc là-dessus, bien évidemment, on ne va pas y toucher, on ne va pas enlever. Donc, et je précise aussi, parce que c'est une question qui est ressortie lorsqu'on a eu des échanges avec des associations lors de la phase de consultation, bien qu'on enlève le cuivre, sur ces infrastructures, Orange reste propriétaire et assure l'exploitation de ces infrastructures dans le cadre des contrats existants. Et ça, que Orange soit l'opérateur d'infrastructures fibre ou non, c'est des infrastructures qui nous appartiennent et on enlève le cuivre, on continue l'exploitation de ces infrastructures. Donc c'est bien je pense que c'est bien et c'est important de le rappeler. Ensuite, on prévoit en effet de démonter les infrastructures qui ne seront pas réutilisées. Et dans ce cadre-là, la limite éventuelle qu'on se met, ça dépendra des éventuelles configurations atypiques qui ne permettraient pas une dépose dans des conditions soit techniques, soit économiques, soit environnementales raisonnables. Voilà ce qui concerne les infrastructures. Et sur le même principe, on a aussi la question sur les surfaces techniques, les bâtiments. Et là, ils seront maintenus pour l'hébergement des équipements FTTH. Il y a des équipements FTTH. Et les surfaces qui ne seraient pas réutilisées, elles seront libérées de leurs équipements techniques et on arrêtera de les exploiter. Après, un autre point lié au calendrier, la dépose du cuivre, ça constitue l'étape finale du plan de fermeture du réseau. Et l'objectif, c'est d'être prêt pour le début de la dépose industrielle. Alors, la dépose industrielle, ça va être 2027, puisque 2026, c'est la première année du plan de fermeture, d'industrialisation. Si on ferme en 2026, la première année où on va enlever le cuivre, c'est 2027. Et donc, l'enjeu, c'est d'être prêt pour 2027 et que la phase de transition va nous permettre de préciser cette stratégie et de répondre aux questions qui se posent. Alors, par exemple, dans les échanges qu'on a eus, il y a un questionnement des opérateurs d'infra FTTH sur les modalités de dépose du cuivre pour éviter de perturber le réseau fibre, qui dans certains cas utilisent les mêmes infrastructures. Donc ça, c'est des éléments, on va profiter de cette phase de transition pour pouvoir préciser ces sujets et définir clairement la méthodologie, les moyens et les manières d'enlever le cuivre. Donc voilà le cadre général qu'on peut donner à date sur la dépose. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, j'avais Bernard Dupré, il y a un court commentaire. Oui, donc court, nous, on avait 2 points. Ça ne concerne pas spécifiquement le démontage, mais ça concerne l'avenir du réseau fibre. Bon, c'est un réseau, donc il y a 2 points. La question, je l'ai dit déjà, de l'extension des PBO, de la couverture. Hein, donc, comment on fera quand il y aura des besoins supplémentaires, si on peut les satisfaire correctement. Et deuxièmement, on a des interrogations sur la montée en débit en fibre. Aujourd'hui, le projet européen s'appelle le Gigabit Ethernet. Hein, c'est un projet où un certain nombre d'indications visent à atteindre le gigabit. Nous, on estime que certains pays, d'ailleurs, comme l'Allemagne ou la Suède, ce sont des données de l'OCDE, hein, si vous souhaitez les avoir. Donc là, la Suède et l'Allemagne ont déjà indiqué qu'en 2025, ils souhaitaient atteindre le gigabit pour une grande partie de la population. Je n'ai pas l'impression que la France se soit positionnée sur cette question, et ça nous inquiète un peu parce que voilà, il faut suivre le mouvement. Et comme on est en Blum, je rappelle, en fibre mutualisée, ça veut dire que c'est peut-être pas si simple que ça. Il y a sûrement des solutions, mais on aimerait bien qu'il y ait un plan qui se mette en place.
Bon, là, on va retourner sur le devenir des infrastructures qu'on laisse. Moi, je dirais simplement, à titre de pour tout le monde, soit en Allemagne où je travaille quotidiennement, où j'ai des équipes, le gigabit, il est politique, mais en réalité, aujourd'hui, on est dans du VDSL avec des débits très difficiles à tenir et des problèmes d'équipement. Moi, j'ai l'habitude de dire, et là, on peut le dire, on peut faire cocorico. Il paraît quand même que la France a à peu près 7 ans d'avance sur la Grande-Bretagne, hein, et 10 ans d'avance sur l'Allemagne. Et c'est la réalité de ma vie d'entreprise, hein, industrielle. Alors, Ariel, peut-être. Oui, donc sur le devenir de ces équipements, on aurait tendance un peu rapidement à dire, une fois que de toute façon il n'y a plus le réseau, j'entends ce que dit Olivier, hein, je ne conteste pas, je dis simplement que la position d'Orange aujourd'hui n'est pas forcément celle de 2026 et encore moins celle de 2030 sur le devenir de ces infrastructures. Donc, la tendance pourrait être celui qui a déployé l'infrastructure unique qui utilise le réseau fibre qui utilise ces infrastructures a toute raison d'en être le gestionnaire. Je serais ravi, par exemple, pour reprendre le propos de Madame la députée, pour les problématiques des lagages, on voit qu'elles se posaient déjà sur le cuivre. Demain, elles se poseront sur la fibre. Et si en plus le réseau fibre n'est pas celui de l'opérateur historique, légitimement, et je pense que personne n'arrivera à me contredire, je redouble d'inquiétude sur le devenir. Maintenant, ça pose des problèmes de péréquation importants. Encore une fois, les RIP vont avoir les réseaux les plus longs. 80% des poteaux aériens sont 80% des supports de la fibre. Donc aérien, donc forcément, il y aura plus d'enfouissement. Enfin, voilà, il y a des problèmes de péréquation qu'il faut résoudre. Il faut mettre en place ce fonds. Et dernier petit point, très rapidement, sur la dépose du cuivre. Le problème va être sur les câbles plein terre. Évidemment, je comprends très bien. En même temps, on ne peut pas abandonner, c'est la loi, alors il faudra peut-être demander à Audrey, mais je ne pense pas que le propriétaire d'une quelconque infrastructure puisse abandonner comme ça, sur la domanialité publique, des biens qui lui sont propres. Voilà, je pense qu'il faudra retirer ça. Après, c'est une question de temporalité. Je ne suis pas certain, j'en ai déjà discuté avec le CICABEL, je ne suis pas certain qu'un câble cuivre pleine terre à court ou moyen terme risque de polluer. Mais en même temps, le laisser en pleine terre, ce n'est pas envisageable. Donc, il faudra, avec le temps, peut-être que quand le cuivre aura bien grimpé, suffisamment grimpé, ce sera plus rentable d'aller. Il y en a qui s'en chargeront comme les Visanon, hein, si j'ai bien compris. Mais voilà, il faut pas, en tout cas, faut pas partir du principe qu'il y a des choses, c'est hors d'atteinte financière, donc elles perdureront ad vitam aeternam dans la domaine. Ce sera le sujet d'une prochaine table ronde, n'est-ce pas que je vais noter aussi Célia Delaverne, peut-être voulez-vous dire quelques mots sur le devenir de ces infrastructures? Oui, peut-être une intervention assez courte pour vous dire évidemment qu'on distingue les infrastructures qui vont être réutilisées dans le cadre de la fibre. Alors, je suis désolée si les choses ont été dites, ça a été très haché les propos de la salle, donc vous dire qu'on distingue bien donc ces infrastructures qui sont celles qui vont être réutilisées, qui ont un avenir, et puis celles qui vont devoir être démantelées. Et dans le travail qui va être fait sur l'ensemble du patrimoine, au fond, qui est celui de l'opérateur historique, il me semble que pour un opérateur qui a eu la responsabilité, qui a vécu de ce réseau depuis maintenant 40 ans, la responsabilité de son démantèlement, et là je parle financière, est pour moi à la charge de l'opérateur. Je crois que quand on prévoit, et c'est vrai dans bien d'autres domaines, quand on prévoit une infrastructure de cette qualité, on en prévoit le début, le déploiement, l'entretien et la fin jusqu'au dernier moment. Et donc, c'est une intervention très politique, mais je crois qu'il est à la charge de l'opérateur de nous proposer aussi les conditions de ce démantèlement qui intègrent le fait que sa prise en charge soit gérée par lui-même. Merci, et je vais devoir vous quitter. Je suis navrée s'il y a des questions. Clair. Merci pour votre participation. Merci, je vous en prie. Et donc, je propose maintenant de passer à une séance de questions-réponses avec la salle et avec l'audition à distance. Je vais laisser la parole à Émeric Don, qui est membre de notre comité. Merci beaucoup. Il y a beaucoup
beaucoup de questions plutôt techniques. Donc, celles-ci, je ne les pose pas. Je vais retenir 3 questions. Une première, probablement pour Olivier Fritz. Je pense qu'un oui, non suffira. Dans le projet, est-ce que le réseau coaxial de numéricable fait partie du projet ou est-ce que le réseau de numéricable est hors projet? Hors projet. Voilà, réponse simple. Une deuxième, probablement pour l'autre Olivier. Sur les enjeux financiers, est-ce que pour les opérateurs, vont-ils bénéficier, si oui, à hauteur de quel ordre de grandeur, de la réduction du coût des coûts d'OPEX qui pourront avoir lieu grâce à, pour eux, la coupure du cuivre et à l'arrêt du coût pour eux de devoir investir? Excellente question, mais je ne suis pas en capacité de vous répondre, tout simplement parce que je ne dispose pas de ces informations. On est sur un sujet qui est éminemment concurrentiel sur ce côté-là, donc je ne peux pas l'évoquer en tant que fédération, mais je relayerai la question. Merci beaucoup. Une autre question sur le dernier point par rapport à la dépose. Alors là, très honnêtement, je ne sais pas qui peut y répondre. Sur les indicateurs, y a-t-il des indicateurs RSE ou y aura-t-il des indicateurs RSE et l'impact carbone sur l'opération de dépose? On l'espère. Alors franchement, s'il y a bien un truc qu'on a poussé au travers de la Lorraine, c'est bien que le régulateur dispose de ces indicateurs. Alors, c'est vrai, tout est à construire, tout est à faire. Je mesure, je ne dis pas c'est du jour au lendemain, mais oui, j'espère que nous aurons ces indicateurs et j'espère aussi qu'on aura des indications sur l'impact environnemental au-delà de ces indicateurs carbone, des indicateurs sur, des idées sur sous combien de temps il faut retirer un câble cuivre pleine terre avant que sa détérioration ne soit irrémédiable et cause des dégâts graves à l'environnement. Et merci beaucoup. Pour compléter, c'est bien la phase de transition qui va nous permettre de préciser tout cela, donc y compris sur les impacts environnementaux et les indicateurs associés. Sur les impacts environnementaux, plus globalement, c'est un sujet effectivement en lien avec la loi récente de préoccupation et d'intérêt majeur des opérateurs. Donc, on a fait adopter une charte sectorielle, y compris avec FRI, qui est par exemple de la fédération, avec un certain nombre d'indicateurs qu'on mettra à jour et qu'on publiera et qu'on actualisera tous les ans. Et ce sujet-là, même s'il n'est pas encore mûr, va à n'en pas douter être un sujet de préoccupation dans les prochaines années sur savoir comment valoriser, avoir des indicateurs et essayer de trouver des débouchés pour ce cuivre. Eh bien, merci à tous les intervenantes et tous les intervenants de cette table ronde. Je crois qu'on était dans l'esprit du Credo où il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de débats. Il y a eu des réponses, mais ce que tous on peut constater, c'est qu'on aura besoin de nouvelles réponses dans un certain temps. Et le projet, de toute façon, va durer des années. Et sachez que le Credo va contribuer, apporter sa pierre, à faire que ce basculement se passe bien en France, sachant développer où ça va se passer à un plan national. Et derrière, ça sera un exemple d'application pour d'autres territoires à l'étranger. Donc, je voulais laisser la parole à Claude. Là. Il est parti au moment où… il va vous dire le suite du programme. Je crois qu'il y a pause, il y a récré, non? C'est ça? Merci à nouveau. Non, je ne suis pas parti, rassurez-vous, je suis là, je suis toujours pas loin. On va faire un petit sondage. Donc, voilà, oui, il faut bien. Hein. Et puis, alors, pendant le sondage, ce serait bien qu'on applaudisse quand même les intervenants, non, si vous voulez bien. Hein, voilà. Donc, Laure, on en est où? Fait quoi? Alors, c'est écrit en petit, j'espère que vous avez de très bonnes lunettes. C'est un test. C'est lunettes. Oui, pour ceux qui ont besoin de lunettes, les 3 questions. Pensez-vous, une question, pensez-vous que le problème majeur sera
Première réponse en fibre, du réseau cuivre vers un autre support. Troisième réponse, l'impact environnemental du démontage de cuivre. Moi, je vois vos têtes, vous avez tous tout compris et il ne vous reste plus qu'à répondre. Voilà.